relativité générale, ça, non. Eh bien, même pour les lois de Newton, c'est pas du tout évident. Pourquoi? Eh bien, simplement, le philosophe des sciences, Alexandre Koyré, justement, expliquait que le pari de la physique moderne, à rebours donc de celle d'Aristote, qui n'était basée que sur l'observation, et pour Aristote, une observation de loin. Parce que pour Aristote, un objet 2 fois plus lourd qu'un autre va tomber 2 fois plus vite. S'il est 10 fois plus lourd, il va tomber 10 fois plus vite. Et ça, c'est resté comme ça jusqu'à Galilée. Presque plus de 1500 ans. Alexandre Koyré, il explique justement que le pari de la physique moderne, c'est d'expliquer le réel par l'impossible. Par l'impossible. Et là, l'impossible, c'est inaccessible au réseau de neurones. C'est la critique de Noam Chomsky sur ChatGPT. Nous, on peut aller dans l'impossible. Le réseau de neurones, non. ChatGPT, non. Par exemple, le principe d'inertie, pour comprendre l'amortissement des mouvements, on part d'une chose impossible. L'inertie n'existe nulle part dans l'univers. Il n'y a pas d'inertie absolue. Il y a toujours des forces d'interaction. Qui fait que le principe d'inertie est une chose qui n'existe pas. Mais c'est ce qui a permis de comprendre justement le principe donc de l'amortissement. Donc ça c'est vraiment un élément important. Donc là, ici il explique, et ça c'est tiré justement de l'histoire de la pensée scientifique d'Alexandre Koyré. Et puis il y a les expériences de pensée. Alors, comme l'explique justement sur les lois physiques, alors là cette fois-ci c'est Étienne Klein, les lois physiques contredisent l'observation aussi bien que l'intuition, de sorte qu'au premier abord, elles paraissent totalement absurdes. C'est pareil, ça ne va pas être simple pour les réseaux de neurones. Pour saisir les lois, il ne faut pas reposer exclusivement sur l'observation directe. Il nous dit qu'il faut plutôt mettre en place une méthode qui doit permettre de les découvrir. Inventer un moyen de trouer l'écran du sensible, du réel, tout simplement pour faire apparaître le plan intelligible qu'il recouvre. Et ça, on y arrive avec les expériences de pensée. Alors, une expérience de pensée, c'est quoi en philosophie? C'est, on imagine une situation inaccessible, alors je dis en philosophie, mais en physique aussi, qui sont donc inaccessibles en pratique, mais qui doit permettre, justement, ici, de découvrir, qui doit permettre, capable donc de révéler ce qu'une théorie a vraiment dans le ventre. On va imaginer expérience. Et vous savez, sur la chute des corps, souvent ce que l'on a dans le conscient, l'inconscient collectif, c'est comment Galilée, il a déterminé la chute des corps. On a l'image de la tour de Pise, où en haut, il lâche une boule de bois et une boule d'acier, et puis ils ont mis des observateurs au sol, et puis ils ont constaté qu'elles arrivaient toutes les deux au même moment. Mais s'il avait fait ça, il aurait donné raison à Aristote. Il y a de fortes chances que la boule d'acier arrive avant la boule de bois. Qu'est-ce qu'il a fait, Galilée? Il a fait une expérience de pensée. Ce que je veux dire par là, c'est que pour retrouver ce qu'a déduit Galilée, en faisant plein de mesures de la façon dont les corps tombent et de donner ça à un énorme réseau de neurones, il n'aurait, me semble-t-il, ou tout au moins très difficilement, il ne serait en mesure de pouvoir retrouver
la loi de la chute des corps de Galilée. Parce que qu'est-ce qu'a fait Galilée? Galilée, il s'est dit, Aristote a raison. Alors il a raison, un corps plus lourd va tomber plus vite qu'un corps plus léger. Alors il a imaginé de prendre une grosse pierre, et puis la grosse pierre, il l'attache avec une corde à une pierre plus petite. Et il lâche l'ensemble. Il se dit, mais Aristote a raison. Donc, la grosse pierre va tomber plus vite que la plus petite. Mais la plus petite tombant moins vite. La corde va se tendre et la petite va faire parachute. Et donc, l'ensemble de la grosse pierre plus la petite, qui est plus lourd que la grosse pierre seule, va tomber moins vite. C'est un raisonnement apagogique, c'est un raisonnement donc par le raisonnement par l'absurde, qui montre que donc Aristote a tort, et il en a donc déduit que ce que l'on constate, c'est des choses qui sont liées à l'environnement, des forces de frottement, et donc que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Dans le vide. Mais à l'époque, le vide, on ne savait même pas s'il existait. Donc essayez d'imaginer, justement, en faisant toutes les mesures possibles de cette époque-là, donc des dispositifs donc disponibles, c'est-à-dire on ne pouvait pas aller dans l'espace, où là on a une notion de vide un peu, eh bien avec les mesures qu'on était capable de faire et que l'on ait donné ça à un réseau de neurones, non. Il n'est pas certain qu'il en aurait déduit que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Ça c'est la première chose. Puis la deuxième, la théorie de la relativité générale, pour pouvoir détecter les ondes gravitationnelles, il faut qu'on ait la théorie correspondante. Parce que les réseaux de neurones n'auraient jamais pu détecter les ondes gravitationnelles. Et de la même façon, tout est parti d'une expérience de pensée avec Einstein. Et avec la relation d'équivalence qu'il a mise en évidence, justement, entre l'accélération et la gravitation. Voilà, donc on n'en est pas encore à se passer des lois physiques et des lois mathématiques. Et en fait, tout l'enjeu et toute la discussion est la suivante. Justement, pour certains qui ne sont pas d'accord avec cette vision, qui est de dire que les équations, justement, disent plus que les données. Voilà, et ce n'est pas nécessairement avec toutes les données qu'on arrivera à élaborer toutes les équations auxquelles on a abouti jusqu'à maintenant. Alors, dernière chose dont je voulais vous parler, là, c'est la question du biais. On va prendre l'exemple ici du système d'assistance de recrutement d'Amazon, qui avait ce système automatique de recrutement, il avait tendance à défavoriser les femmes candidates. Alors, quelle en était la raison? Eh bien, simplement parce que les données d'entraînement, à partir desquelles le système avait été entraîné, justement, eh bien, ne comportaient pas suffisamment donc, de femmes, d'exemples de femmes. Simplement parce qu'elles étaient moins représentées dans les domaines techniques. Et donc, on avait moins d'exemples correspondants. Ce qui fait que eh bien, le modèle eh bien, était entraîné avec une sous-représentation des données féminines. Ce qui fait qu'il avait donc tendance à diminuer les chances des femmes d'être sélectionnées, recrutées. Et là, c'est ce que l'on appelle les données rétroviseurs. Parce que quand on entraîne un modèle, on va l'entraîner avec les données existantes. On va entraîner notre modèle sur des historiques. Et ici, l'idée, c'est que, eh bien, pour que ça puisse fonctionner, il faut être certain que les données que l'on va utiliser pour entraîner le modèle, eh bien, ces données soient équilibrées et équitables, bien évidemment, selon, bien évidemment, donc des critères. Et l'idée, c'est que, justement, le défaut des modèles d'apprentissage, si on y réfléchit un petit peu,
c'est que d'un certain point de vue, eh bien, ils vont un peu trop refléter le monde tel qu'il est. Et non pas suffisamment le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, le monde souhaitable. Il va reproduire eh bien, ce qui s'est déjà passé précédemment. Et donc là, peut-être qu'un biais positif, ce sera un biais explicite dans les données, justement pour contrecarrer justement ces données qui sont un peu trop réactionnaires. Alors ensuite, on a le biais dit de corrélation. La corrélation n'est pas causalité, on en entend parler souvent, et ça pendant longtemps. Corrélation n'est pas raison. Voilà. Avec la Covid, chaque fois. Souvent, l'exemple qu'on peut prendre, il pleut, et après la pluie, il y a des escargots, donc on en déduit qu'il pleut des escargots. Voilà. Donc ça, c'est une corrélation fallacieuse. Là, de la même façon, ça avait été fait. On peut, et là on a beaucoup d'exemples, ici, trouver une corrélation entre la consommation de chocolat dans un pays et le nombre de prix Nobel par habitant. Vous prenez la Suisse. Effectivement, ça marche. Et ça, c'est un biais de corrélation. Des biais comme ça, vous en avez plein. Alors, vous avez différents types de biais, et je terminerai là-dessus. Vous avez les biais d'échantillonnage. Donc la base d'entraînement ici, on va le voir ici, ici comporte trop de visages blancs. Là, le manager qui a croisé un client extrapole son feedback à tous les clients. Donc ça veut dire que on a un historique qui est, alors sur cet exemple modo domaine, en quelque sorte. Vous avez les biais de généralisation, tous les politiciens sont pourris. Les médias mentent. Bon, c'est un mauvais exemple. Non, la base d'entraînement n'est pas assez grande et ne couvre pas bien l'espace du possible. Voilà, c'est ça qu'il faudrait essayer de retenir. Le biais de confirmation. Bon, on veut confirmer déjà des opinions, des croyances. Alors ça c'est important comme biais. Beaucoup plus qu'on croit. Ça, le biais de corrélation, on ne s'en rend pas compte. Hein. C'est souvent... et ça, j'en pourrais en parler un petit peu plus tard, mais on peut presque le retrouver ici. On donne souvent son assentiment à quelque chose dont on est déjà convaincu. Voilà. Vous savez, Spinoza disait, c'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on la désire, c'est inversement parce qu'on la désire qu'elle nous paraît bonne. De la même façon, c'est pas parce qu'une chose est mauvaise qu'on l'a en aversion, et c'est inversement parce qu'on l'a en aversion qu'elle nous paraît mauvaise. Le désir est premier. Voilà. Et donc, quand effectivement déjà on a le désir de quelque chose, on va tout faire pour que ça arrive, sans s'en rendre compte et de façon inconsciente. Ensuite, on a, donc j'en ai déjà parlé du biais de corrélation. Donc ça, alors là, c'est peut-être le plus fréquent. Et puis pour terminer, le biais de disponibilité. Et donc là, en général, on les classe comme ça, entre donc les biais de généralisation et de disponibilité, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Et puis les autres, eh bien, c'est parce que ici, les biais reflètent plutôt des biais des humains. On ne vient pas nécessairement effectivement des données dont on dispose. Alors maintenant sur les craintes. On est presque à la fin, je vous rassure. Ça va? Ça pique pas trop du nez? C'est bon? Alors là, on a plusieurs types d'intelligence. On parle d'intelligence faible, forte, générale. Alors, on va parler donc d'intelligence artificielle faible ou étroite. Donc, c'est l'intelligence que l'on connaît, l'intelligence artificielle qu'on connaît.
c'est celle qui est très efficace pour résoudre des problèmes bien précis. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est faible, c'est-à-dire qu'elle est étroite. Elle va réaliser donc des tâches qui vont bien simuler des facultés cognitives, mais pour traiter un type de problème bien particulier. La reconnaissance d'un visage, la compréhension du langage, la conduite automobile par exemple. Et puis on a l'intelligence artificielle générale ou forte qui, elle, eh bien, produirait un esprit, voire une conscience sur une machine. Et encore une fois, certains eh bien, prédisent que ça va arriver d'ici peu, peut-être en 2030. C'est demain, hein. Voire, allez, 2035. Et bien évidemment, avec des répercussions majeures sur le devenir de l'espèce humaine. Alors l'intelligence artificielle dite supérieure, voire largement supérieure à l'homme, eh bien vous voyez, voilà, on l'a située entre 2045 et 2062. Mais depuis encore une fois l'apparition de ChatGPT, on a modifié ça en imaginant que ça allait arriver bien plus tôt. Alors, ici dans les années 80, on a un philosophe américain, John Searle, qui justement mettait en cause les théories donc dites cognitivistes selon lesquelles le fonctionnement de l'esprit serait en tout point analogue à un ordinateur. C'est moi ? Non. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, puisque le fonctionnement du cerveau est analogue au fonctionnement d'un ordinateur, eh bien, on sera en mesure de reproduire intégralement le fonctionnement du cerveau à l'aide de techniques d'intelligence artificielle. Et donc, on sera en mesure de produire une nouvelle conscience, une conscience numérique. Alors, pour s'y opposer, il a imaginé donc une expérience de pensée qu'on appelle l'expérience de la chambre chinoise. Alors, quelle est cette expérience de pensée ? Je vais tout de suite vous la décrire. Donc, il fait appel donc à une chambre chinoise. Alors, cette expérience se déroule dans une geôle localisée en Chine, et tout au moins dans un pays dans lequel, eh bien, on ne parle pas l'anglais et on dispose d'une écriture idéographique. Et avec cette expérience, Searle, il va se demander si un programme informatique, aussi complexe soit-il, eh bien, serait suffisant pour donner un esprit à un dispositif. Alors, pour ça, donc, il imagine un Américain qui va être prisonnier donc, dans cette cellule. Il ne parle pas du tout le chinois. Il a un panier dans lequel il y a des carreaux de céramique, dans lequel sont dessinés des idéogrammes qu'il ne comprend pas du tout. Et puis, sur l'un des murs, il y a une lucarne qui lui permet de communiquer avec l'extérieur. Et donc, le prisonnier va être en mesure de présenter des carreaux de céramique avec des idéogrammes qui sont représentés dessus. On peut dire comme des bouts de papier, si vous voulez, ou des messages. Et puis, il a aussi un grand livre. Et dans ce grand livre, on a des règles du type, si tel et tel caractère ont été observés dehors, donc quelqu'un d'extérieur va lui communiquer, eh bien il faudra présenter à la lucarne tel ou tel caractère. Et donc ce qui fait que lorsqu'on lui présente des messages en chinois, qu'il ne comprend pas, grâce au grand livre, il va toujours répondre de façon pertinente. Puisque le livre lui dit bien, alors imaginez que c'est un livre immense, hein, bien s'il y a tel et tel caractère, il faudra répondre tel et tel caractère. Et donc, il montre tout simplement que dans cette expérience de pensée, qu'un homme peut suivre des instructions
exactement comme un ordinateur, qui lui disent comment répondre lorsque, eh bien, il a une donnée qui lui est communiquée, mais sans jamais, jamais comprendre ni les entrées, ni les sorties. Et donc, on n'a aucune compréhension. Et pourtant, vu d'extérieur, les gens sont persuadés qu'il comprend ce qu'on lui demande, ce qu'on lui dit. Et donc, c'est avec cette expérience que John Searle a montré qu'on n'en était pas encore arrivé justement à la possibilité d'aboutir à une conscience. Et donc, c'est là où il a défini l'intelligence artificielle faible, et donc pour laquelle, eh bien, celle donc, qui va imiter les facultés cognitives humaines, et donc pour lui, ben, celle-ci, effectivement, elle existe, elle va se réaliser, et aujourd'hui elle s'est réalisée, tandis que l'intelligence forte, donc qui vise eh bien, à constituer un esprit, une conscience, sur une machine, n'est qu'une illusion. Et d'ailleurs, sur cette question-là, depuis l'origine, on n'a pas avancé d'un iota. Du tout. Pourtant, tout dépend de la position philosophique que l'on a. En ce qui me concerne, je suis matérialiste. C'est-à-dire que, alors, comme Spinoza, ou même André Comte-Sponville, qui se définit comme un spinoziste hétérodoxe, Spinoza disait « l'âme et le corps sont une seule et même chose ». Oui, mais quoi? Alors Spinoza, André Comte-Sponville a rajouté « l'âme et le corps sont une seule et même chose, de point le corps ». L'esprit, l'âme, ce ne sont que des activités donc, électrochimiques du cerveau. Et donc ça, c'est la position matérialiste. Il peut ne pas l'être. Il y a l'autre position idéaliste, qui eh bien, introduit une transcendance. Mais si, et d'ailleurs, le transhumaniste, ceux qui sont persuadés qu'on va réussir à créer une conscience, sont matérialistes. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait imaginer qu'en droit, c'est possible. Pour autant qu'on est matérialiste. Mais pour le moment, en fait, on n'y est pas du tout. Et peut-être qu'il se cache autre chose. L'idée de l'émergence, c'est parce que, encore une fois, la biologie est beaucoup plus compliquée que le numérique. Le père du premier bébé éprouvette Amandine, je crois en 82-83, le conseiller scientifique Jacques Testard, eh bien, s'est ouvertement moqué de Laurent Alexandre parce qu'il ne mesure pas la complexité du fonctionnement biologique. Et que pour lui, ça y est, tout est bon. J'ai même entendu, là, il est sûr que demain, enfin, dans 2 semaines, ça y est, ChatGPT va pouvoir produire beaucoup mieux que Proust. Et que pour lui, Proust va être dépassé. Ça y est, c'est terminé, on peut le mettre à la poubelle. Alors, juste pour terminer ici, l'intelligence artificielle forte trouve son origine dans les travaux des philosophes et l'intelligence artificielle générale dans celle donc, de physiciens qui ont été reconvertis. Simplement, ce que l'on peut dire ici, c'est que le projet d'intelligence artificielle forte, générale, s'appuie sur des travaux, parfois fumeux, sur des réalisations informatiques, alors que, enfin c'est surtout l'intelligence générale, alors que l'intelligence artificielle forte, elle, repose plutôt sur des théories. Voilà. On imagine que c'est plutôt d'ordre discursif, c'est-à-dire, voilà, ah oui, pourquoi pas, tiens, ça pourrait fonctionner. La finalité donc de ces méthodes d'IA forte ou générale et celle de l'IA faible diffèrent radicalement. Là où l'IA faible, eh bien,
on est dans une discipline scientifique qui va être basée sur des simulations informatiques. Et c'est pour ça que ça marche. Sur une validation expérimentale. Alors que ce que l'on appelle l'IA générale ou l'IA forte, parce que ça on en parle beaucoup dans les médias encore une fois, eh bien ça est basé plutôt sur des approches philosophiques ou mathématiques et sans aucune, donc sur des argumentations théoriques, et dans les deux cas sans aucune contrepartie empirique, expérimentale. Et donc c'est pour ça qu'on est, à partir de ce moment-là, on s'éloigne, on sort un peu du domaine des sciences dures. Alors maintenant, faut-il avoir peur, parce qu'on va passer à ChatGPT bientôt, de ChatGPT? Parce que ça permet de faire beaucoup de choses, ChatGPT. Je pense que vous connaissez tous. On va regarder quelques exemples. Alors, pour savoir si ChatGPT est vraiment intelligent, il faudrait essayer de définir ce qu'est l'intelligence. Vous savez, étonnamment, on a souvent des courants qui se développent et dont presque la finalité, c'est la peur. Il faut avoir peur. On a peur du réchauffement, on a peur de la guerre, on a peur. Et donc là, on a une espèce d'association, d'institut, donc qui compte beaucoup de membres, dont d'illustres membres, qui nous alertent sur les systèmes d'IA, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, et qui seraient dotés d'une intelligence rivalisant avec celle de l'humain. Et ces systèmes présenteraient des risques majeurs pour la société et l'humanité. Il y a un risque réel de développer des esprits numériques plus puissants que plus personne, seront tellement puissants que pas même leurs concepteurs seraient en mesure de comprendre, de prédire et donc a fortiori de contrôler. Alors on a Elon Musk qu'on parle, on avait Steve Wozniak qui est le cofondateur d'Apple, on a aussi je crois le cofondateur de Skype, on a Geoffrey Hinton qui je crois qui a eu le prix, on a aussi Stuart Russell. Geoffrey Hinton a dû avoir le prix Nobel, donc ce qu'on appelle le prix Turing, et qui a soi-disant quitté Google pour maintenant aller prendre son bâton de pèlerin et aller alerter que bientôt, ça y est, on allait être en grand péril, en grand danger. Et on a presque l'impression que ça sort au moment où eh bien, les progrès très récents de l'IA générative avec ChatGPT eh bien, est un bon levier justement pour alerter sur les dangers qui nous guettent de l'intelligence artificielle qui va prendre le dessus et puis qui va vouloir notre fin. Voilà. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, donc voilà. Ici, ce que je voulais vous dire, c'est que pour eux, donc ces programmes vont changer le destin de l'humanité. Là, moi, j'en suis pas du tout convaincu. Avec ChatGPT, on va basculer de l'IA classique, donc qui va être restreinte, comme je vous l'ai dit, à réaliser des tâches précises, à justement une préfiguration d'une intelligence artificielle générale. Voilà, ça va être quelque chose qui va pouvoir tout traiter et tout ce qu'un individu est capable de traiter. Alors, justement, il y a peut-être une confusion qui est peut-être voulue, je ne sais pas, mais qui provient du caractère, alors pas plurivoque, polysémique du mot intelligence, parce qu'on peut l'entendre de différentes façons, ce mot-là. Ça peut être soit la faculté de comprendre, de connaître, de discerner. Ça peut être l'ingéniosité, l'invention, la créativité. Voilà, par exemple, on va calculer d'intelligent quelqu'un qui surmonte avec adresse et astuce les difficultés qui se présentent à lui. L'entente, la connivence de plusieurs personnes. Ça, vous savez, ça provient de l'intelligence service.
Intelligence, c'était, vous savez, tout ce qui était les renseignements. Donc, c'est donc une autre définition